Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous France 2012, le face-à-face avec David Revaud-Dallon du Monde et Bruno Jeudi qui est rédacteur en chef au service politique du journal du dimanche. Ce lundi, les salariés d'ArcelorMittal ont eu la confirmation de leurs craintes. La direction du groupe sidérurgique a annoncé la fermeture définitive des 2 hauts fourneaux de l'usine de Florange en Moselle. Cette mauvaise nouvelle n'en est qu'une parmi beaucoup d'autres. Ces temps-ci, les plans sociaux tombent drus, la grogne monte, le gouvernement de son côté montre ses muscles au patron, mais peut-il réellement infléchir le cours des choses ? Deuxième sujet sur le feu, cette semaine, l'examen au Parlement du traité budgétaire européen. Le texte est sûr de passer, mais il a déjà provoqué des divisions au sein du Parti socialiste et de la majorité gouvernementale. Alors on va commencer par les mauvaises nouvelles sur le front social. Elle continue, le gouvernement tente de s'agiter. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? C'est compliqué, en tout cas, c'est quelque chose qui est emblématique, les plans sociaux, bien sûr. Ce n'est que l'ultime, enfin pas l'ultime, mais le nouvel épisode, on va dire, d'une longue série qui a commencé, souvenez-vous, au mois de juillet avec PSA. Alors, à la décharge du gouvernement, tous ces plans sociaux-là, du moins ceux qui ont été annoncés depuis quelques semaines, eh bien, avait été bien sûr préparé, fomenté bien avant l'installation de François Hollande à l'Élysée. Retardé même. Matignon, retardé selon le gouvernement, c'est vraisemblable. Mais simplement, c'est assez désastreux parce que il y a des indicateurs économiques qui sont mauvais, le chômage bien sûr, qui n'est pas sans lien, la croissance, le pouvoir d'achat, mais les plans sociaux, c'est quelque chose de très humain, de très incarné. Vous avez des images de gens qui perdent leur emploi, de centaines, de milliers de gens qui perdent leur emploi, leur famille qui va se trouver dans une grande difficulté. Et donc, pour le gouvernement, c'est quelque chose en termes d'image qui est particulièrement désastreux et sur lequel il importe de mettre en scène une capacité à réagir, à agir. Et c'est là-dessus, évidemment, que le problème se pose. Alors la question, c'est justement, est-ce que c'est une mise en scène ? On a vu que le patron d'ArcelorMittal a été reçu par le président. Il y a surtout Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif. Voilà. Oui, je sais, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Et c'est d'ailleurs assez symbolique, c'est difficile à dire parce que c'est difficile à porter aussi. On le voit bien, Arnaud Montebourg. Il ne s'en plaint pas, hein. C'était le ministère dont il rêvait, hein. Lui, le chantre du protectionnisme. Eh bien, le chantre du protectionnisme, il a les réalités. Hein. Il y a un patron indien qui a décidé de fermer les hauts fourneaux en Lorraine. Eh ben, le patron indien, il ferme les hauts fourneaux en Lorraine et Arnaud Montebourg ne peut rien faire, sinon essayer de retrouver un repreneur. Et on se demande bien d'ailleurs si la France sera en mesure d'en retrouver un. Et si, au fond, j'allais dire, est-ce qu'il faut peut-être encore investir de l'argent public dans une sidérurgie dont on voit bien peut-être que c'est plus un secteur porteur pour la France. Je ne suis pas un spécialiste, mais on voit bien que la sidérurgie, c'est peut-être plus forcément parmi les investissements d'avenir pour la France. Au-delà de ça, j'ai envie de dire que pour Arnaud Montebourg, comme pour François Hollande, j'essaie d'habiller un peu l'impuissance du politique dans ces douloureux plans sociaux. Vous avez cité les noms de tous ces plans. C'est vrai qu'ils existaient avant. Là, ils arrivent et ils cognent la réalité. Ils évidemment brutalise le ministre Montebourg, hein, qui est plutôt quelqu'un de volontariste. Hein, il en veut, il est en première ligne et je trouve que c'est plutôt courageux de sa part. Il essaie de se battre. Comme il dit, hein, c'est ce qu'il a dit chez nous dans notre journal dimanche, comme il dit, j'essaie de corriger les excès financiers de la mondialisation. Corriger. Voilà ce que peut faire aujourd'hui Arnaud Montebourg, c'est diminuer les plans sociaux. Sanofi, il y en avait 2500 au départ, il y en a 900 aujourd'hui. C'est 600 de gagnés, mais il en restera toujours 900 à l'arrivée. Et on voit bien que le ministre du redressement productif, c'est plus aujourd'hui un ministre de, j'allais dire, l'accompagnement social de plans qui vont sans doute faire disparaître de nombreux emplois. Un Don Quichotte. Quelque part, il est à la fois au fourneau et au moulin, comme le Monde l'a titré, puisque nous avons été autorisés à le suivre de façon rapprochée pendant une semaine. Nous avons pu constater, si vous voulez, qu'effectivement, comme le dit Bruno, c'est un ministre qui se bat, qui est en première ligne, qui n'hésite pas à monter au feu et à prendre des coups. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Florange, puisqu'il a été vertement reçu, de fait, et de bonne guerre. Mais c'est quand même, effectivement, on se heurte là au mur des réalités que comporte l'exercice du pouvoir. Souvenez-vous, il y a un an à peine, c'était démondialisateur Arnaud Montebourg, hein, c'était le candidat aux primaires flamboyant qui promettait de démondialiser, de faire revenir la production industrielle, les usines en France. Aujourd'hui, il est ministre et il se trouve effectivement face à un patron indien, face à l'Inde, face à la Chine. Oui, on voit surtout que les réponses de l'État aujourd'hui, elles tardent à se mettre en place. Hein. La BPI, la fameuse banque pour l'investissement, elle est encore en gestation et puis il y a un dispositif on verra bien sur lequel planche Montebourg de choc productif, ce qu'il appelle le choc productif, ce qui serait
ferait en fait des exonérations de charges pour des investissements productifs, mais ça reste aussi compliqué à caler. Quels investissements? Le dispositif en lui-même est assez compliqué. Et juste une précision en termes de communication, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que Bruno parlait de l'impuissance de l'État, mais il s'agit évidemment pas pour le gouvernement de tomber dans le travers qu'avait évoqué Lionel Jospin. Souvenez-vous, l'État ne peut pas tout, mais il s'agit aussi de ne pas sombrer dans l'excès inverse, celui de Nicolas Sarkozy qui avait tout promis, notamment dans le cas de Mittal, et qui à l'arrivée n'avait absolument rien fait. Donc c'est vrai que entre les deux communications, Jean-Marc Ayrault a essayé de louvoyer, mais même d'équilibrer un peu en disant je peux pas promettre que les hauts fourneaux ne fermeront pas, et c'était. Il y a aussi une chose que apparemment l'État ne va pas faire, on va entendre justement Arnaud Montebourg dimanche, c'est à propos de la nationalisation de certaines industries. Cette question est prématurée. Pour une raison simple. Prématurée, ça veut dire que vous pourriez l'envisager. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, nous cherchons un repreneur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a nationalisé, l'État n'a pas été un très bon actionnaire. Il n'a pas d'argent, surtout en ce moment, et il ne sait pas fabriquer ni vendre de l'acier. Notre choix est un choix de réindustrialisation et de maintien de tout ce qui nous permet de produire sur place ce que nous consommons à un prix qui est compétitif. C'est le cas de Florange. Mais il parle bien, Arnaud Montebourg, et il parle d'or, surtout quand il dit l'État n'a jamais été un bon actionnaire. On le sait, les nationalisations ça a déjà été tenté en 81 avec le succès qu'on connaît, c'est-à-dire un désastre par moment. Parfois, ça a pu marcher. Il y avait eu aussi l'affaire Thomson. Sarkozy s'était lancé sur ce terrain-là. Mais on sait bien que globalement, c'est pas du tout la solution pour entreprendre. Alors le problème de la réindustrialisation, du pacte productif cher à François Hollande, c'est que ça va prendre du temps. On ne sait pas du tout si ça va marcher. Et aujourd'hui, le gouvernement cherche à gagner du temps, sauf qu'il a les plans sociaux qui lui arrivent dans la figure. Et d'un autre côté, il y a ce qui vient de l'Europe, c'est-à-dire ce traité. Alors, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en Europe, c'est connu sous le nom charmant de TSCG. Absolument, TSCG qui arrive plutôt à l'Assemblée, donc le premier vrai dossier politique chaud du gouvernement. Certes, il y a eu le budget, mais qui a été une étape un petit peu, qui était à la fois technique et politique. Là, on est vraiment collectif budgétaire. Là, on est vraiment dans le dossier chaud, le dossier risqué. Non pas qu'il y ait un risque qui ne passe pas, mais parce que c'est la première affaire qui politiquement va mettre en lumière les failles au sein de cette majorité. Souvenez-vous, 2005, gros traumatisme du référendum européen. François Hollande lui-même l'a intégré. Mais la gauche explose. La gauche explosait. François Hollande en 2005 avec le non au référendum. Et François Hollande a été très marqué par cette période. Il souhaite absolument s'éviter. On n'en est pas là. Le même type. On n'en est pas là tout simplement parce que le calendrier a été assez habilement joué par François Hollande qui entendait faire passer le texte d'abord en juillet-août, puis qui a renoncé puisque c'était impossible techniquement, il fallait l'avis du Conseil constitutionnel, et qui là va le faire passer très rapidement dès le début de la session ordinaire de manière à éviter que cette campagne s'éternise et que la tentative qui a été organisée à Paris par les partisans du non, les ex-nonistes qu'ils sont toujours, Mélenchon, Besancenot, Attaque, les communistes, pour éviter qu'ils n'aient le temps de faire campagne et de faire prospérer dans l'opinion finalement ce nonisme nouvelle vague. David présente les choses, on va dire, sympathiquement. Je pense quand même que ça va passer, évidemment, mais il faudrait quand même que ça passe sans les voix de droite, parce que ce serait un énorme camouflet pour François Hollande et Jean-Marc Ayrault s'ils devaient compter sur la droite pour qu'à l'Assemblée le texte passe. Donc ça va sans doute se jouer à quelques voix près. Parce que le front de gauche sera contre, les Verts, on sait qu'ils seront à peu près tous contre, et donc il ne faudrait pas qu'il y ait trop de députés socialistes qui décident de voter contre, et c'est tout l'enjeu de la semaine qui vient et de la pression qui va être organisée sur ces députés de l'aile gauche du PS. C'est très symbolique, mais c'est vrai qu'un vote, une adoption du traité avec les voix de droite, ce serait du plus mauvais effet en début de quinquennat. J'ajoute quand même qu'hier, petit événement petit entre guillemets, c'était quand même la première manifestation anti-Hollande du quinquennat. Certes, c'était pas une déferlante, certes, il y avait que le front de gauche, il n'y avait pas les Verts, il n'y avait pas le PS, mais quand même, Jean-Luc Mélenchon, comme on dit, crante, prend date et veut essayer d'accrocher sur cette opposition. C'est vrai qu'il va y avoir le débat parlementaire, on peut en reparler, mais c'est vrai que c'est aussi la première fois qu'une opposition de gauche à François Hollande s'ancre sur le terrain, la première manifestation anti-Hollande. Et de ce point de vue-là, au-delà du débat parlementaire, je crois que c'est un phénomène d'opinion qui peut commencer à s'installer, à se distiller. Souvenez-vous,
Olivier Besancenot, lui, a dit qu'il représente clairement, ce n'est pas une surprise, mais c'est dit, une opposition de gauche. Et Mélenchon, lui, ne le dit pas, mais lui fait clairement concurrence sur ce terrain. Donc ils étaient il y a une concurrence dans la radicalité. Absolument. Et donc là, on a pour la première fois une expression sur le terrain d'une opposition de gauche à la politique de François Hollande. Et il va falloir surveiller ça, même si officiellement 80 000, en réalité sans doute beaucoup moins. Oui, mais c'est quand même un chiffre. C'était pas une déferlante. Mais quand même, un chiffre qui. Je vous rappelle quand même, David, que ça fait seulement à peine 150 jours que François Hollande a été élu. Et on a déjà des gens de gauche dans la rue. Mais au Parlement, j'allais dire, ce traité a été découpé en tranches. Il va y avoir ce mardi une déclaration de Jean-Marc Ayrault, sans vote. Ensuite, il va y avoir un débat avec vote sur un acte unique et ensuite sur un article unique. Et la semaine prochaine, sur l'adoption de la loi organique. Donc ça a été effectivement découpé en deux parties. Ce qui permet à certains députés de voter non une fois et oui d'autres fois. Mais donc, ça ressemble un peu à de la magouille politicienne, non c'est un artifice politique assez classique. C'est-à-dire que pas voter la loi organique quand vous êtes dans la majorité, là il faut après prendre ses responsabilités et basculer dans l'opposition. Mais initialement, le président voulait tout faire voter. Souvenez-vous, il y avait 4 volets dans le traité européen avec le paquet croissance, la question des transactions financières et des avancées en matière bancaire. Et finalement, ça n'a pas été techniquement possible. Il a fallu scinder, saucissonner. Et c'est ce qui va permettre aussi à certains députés de jouer le pour sur un dossier, le contre sur un autre. Je crois quand même, David, qu'à l'arrivée, il manquera quelques voix à ce gouvernement. Elles seront symboliques et elles en disent long sur la suite du mandat parce qu'il y aura d'autres textes très difficiles à faire voter. Et on voit bien que cette majorité devrait être très solide pour tenir le choc pendant le quinquennat. Mais donc c'est un test de l'autorité de François Hollande où certains diront que c'est la preuve que François Hollande, qui a toujours dit qu'une fois président, il ne se mêlerait plus du parti après l'élection, entre guillemets, du secrétaire général du Parti socialiste, est là que François Hollande est présent et peut-être un peu trop présent. Sur le parti, c'est une chose. Sur le Parlement, c'est normal que le président et le Premier ministre, que l'exécutif, finalement, tentent de piloter la majorité et de faire en sorte que tous les textes de loi soient adoptés, surtout quand ils sont politiquement sensibles, par la majorité de gauche. Alors là, je dirais que c'est plutôt sur la capacité qu'il a à tenir cette majorité et le caractère frondeur de cette majorité. On va voir, je crois que c'est à 6 voix près. Donc on va voir, c'est quand même pas beaucoup. Si jamais, effectivement, comme le dit Bruno, sur ce premier texte politiquement sensible, il n'a pas une majorité de gauche et besoin des voix de droite, ça renvoie à l'argument de la campagne électorale, souvenez-vous, selon lequel le traité... Une victoire très courte, déjà, et puis surtout... Et puis le traité a été négocié par Nicolas Sarkozy, donc finalement... il n'a pas été renégocié par François Hollande. Et deuxièmement, effectivement, ça pose peut-être un problème de capacité à tenir ces députés. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, on en débattait sur ce plateau, il y avait une pétition de ces députés 3 mois après leur élection en faveur du droit de vote des immigrés. Bien si 2 semaines plus tard, il y a ce petit camouflet, même s'il est minime, ça fera pas très bon genre pour le président de la République. Surtout aux éternelles campagnes électorales et campagnes présidentielles. François Hollande n'avait pas promis grand-chose, mais il avait fait quelques promesses. Et l'une d'entre elles, c'était de renégocier le traité. C'est le mot qu'il avait employé. Et à l'arrivée, Jean-Marc Ayrault l'a dit la semaine dernière, il l'a reconnu. Oui, ce traité n'a pas été renégocié. Donc, quelque part, plusieurs députés socialistes, et on va dire les plus virulents, ont droit aussi de dire non, il n'a pas été renégocié. Comment on peut voter ça, sachant que derrière ce traité non renégocié, c'est quand même quelque part une marque d'austérité, une rigueur qui s'institutionnalise, qui s'écrit dans nos textes les plus éminents, la Constitution, même si il n'y aura pas besoin de recourir à une modification de la Constitution, mais ça c'est une affaire juridique. En tous les cas, ce texte n'a pas été renégocié et on peut comprendre que certains élus de gauche aient du mal à le voter, voire en se pinçant le nez. Voilà. En 2 mots. En 2 mots. Et en plus, sur ce dossier, il y a quand même un dégagement qui arrive et qui a un débat qui va se poser très fortement à gauche. C'est la question des 3%, puisque là, on commence à avoir quelques voix et non des moindres. Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, Harlem Désir, le premier secrétaire du parti, qui commence à dire que les 3% ne sont pas un tabou, donc affaire à suivre. 3% de déficit. Voilà, très bien. Merci à vous deux et merci à vous d'avoir regardé cette édition du Face à Face sur France 24.